Entreprendre un remake d'une œuvre filmique considérée à juste titre comme brillante, voire comme un classique sacralisé par l'institution scolaire, est un signe manifeste de démence. À moins que cette audace ne soit justifiée par une volonté de la part de l'auteur d'exprimer sur la dite œuvre un point de vue original. Ainsi, si je voulais relever mon défi, c'est à savoir de réaliser une œuvre digne d'intérêt à partir de la nouvelle de Maupassant. Une partie de campagne, j'étais par conséquent dans l'obligation de développer un point de vue novateur. L'esthétique renoirienne était fondée sur un scénario naturaliste, interprété avec sensibilité par des comédiens magnifiquement dirigés. Pour ma part, je refusais le recours à la présence physique de l'acteur et implicitement au modèle théâtral. Mon scénario, moins naturaliste, est plus resserré. Je concentre le matériel narratif afin de mieux traduire une situation universelle, la découverte et les déconvenues de l'amour. Je ne cherche pas à diversifier le personnel narratif pour le seul plaisir de bien peindre une galerie de personnages. Mon rôle n'est pas de peindre une situation, mais d'invoquer des personnages pour évoquer une réalité universelle. L'esthétique renoirienne était construite dans ce film sur l'éloge de la sensualité. Cette sensualité était traduite par le jeu remarquable de naturel des comédiens. Or, la véritable sensualité, c'est-à-dire l'exercice des sens, ce n'est guère le regard lubrique porté sur la frimousse de la minette, c'est le contact ludique et ritualisé avec les couleurs et les sons. C'est par ce raisonnement tordu et très ras de bibliothèque que je justifie l'usage de l'abstraction dans ce court-métrage. Sensualité qui, d'un point de vue idéologique, présuppose l'apologie de la licence. Or, mon scénario repose sur une idéologie qui, loin de renier la nécessaire liberté des mœurs, met en garde contre les périls et les tristesses induits au jeu de l'amour et de l'affection. Il me fallait enfin
assume le caractère intertextuel de mon œuvre. L'œuvre renoirienne était déjà fortement intertextuelle, outre d'être une adaptation littéraire. Relativement fidèle, elle est imprégnée de l'influence impressionniste, qui, même pour l'époque, était déjà archaïsante. Réalisant moi-même une adaptation de ce même texte, je me place dans une position encore plus fortement ancrée dans une réalité palimpseste. C'est pourquoi, au lieu de chercher à faire oublier toute l'histoire qui précédait ce texte, ce film, je l'ai utilisé pour concevoir la matière même de cette œuvre.
il raconta sa vie de chaque jour poétiquement, de façon à faire vibrer dans le cœur de ces citadins privés d'herbe et affamés de promenade cet amour bête de la nature qui les hante toute l'année derrière le comptoir de la petite boutique. Ça, c'est une vie. Ça, c'est une vie. Chasir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie. Non, j'aurais pas dû le chanter, merde. Comme c'est étonnant la campagne,
Sous chaque brin d'herbe, il y a des tas de petites bêtes qui bougent. Je me demande si ces petites bêtes souffrent et ont du plaisir comme nous. Non, elles vivent pourtant elles viennent au monde et elles meurent. Comme nous, je me sens comme une sorte d'ivresse et de tendresse pour tout. Ça prend ici, ça monte et ça me donne envie de mourir et de pleurer. Non, il faut que je sois plus raisonnable. J'ai une âme de père de famille. Les courtisanes m'ennuient. Les femmes du monde encore davantage. J'ai peur des responsabilités. J'ai peur des responsabilités. Même si je parvenais à plaire à cette jeune fille, qu'est-ce que je ferais? Les folles voluptés sont dérisoires. Si elle portait un nouveau monde dans ses flancs, on ne sait déjà pas quoi faire de l'ancien. Si elle tombait amoureuse de moi, oh, cela prouverait assurément qu'elle a du goût. Non, pas d'orgueil. Naturellement, je ne pourrais pas donner suite. Voilà une vie brisée, gâchée. Non, ça ne vaut pas la peine, non. Se laissant aller à la douceur d'être sur l'eau. Elle se sentait prise d'un renoncement de pensée, d'un abandonnement d'elle-même, comme envahie par une ivresse mystérieuse. Un besoin vague de jouissance, une fermentation du sang parcourait sa chair, excitée par les ardeurs de ce jour. Elle était aussi troublée dans ce tête-à-tête sur l'eau, au milieu de ce pays dépeuplé par l'incendie du ciel, avec ce jeune homme qui la trouvait belle, dont l'œil lui embrasait déjà le parfum de sa chair, et dont le désir était pénétrant comme un soleil. Tiens, un rossignol. Il chante dans le jour. Il doit être amoureux. Un rossignol! Je n'en ai jamais entendu. Je n'en ai jamais entendu. Se leva dans son cœur la vision de poétique tendresse. Un rossignol, l'invisible témoin de toutes les romances langoureuses, des rendez-vous d'amour qu'invoquait Juliette sur son balcon. Cette musique du ciel accordée aux baisers des hommes.
cet éternel inspirateur de toutes les romances langoureuses, qui ouvre un idéal bleuté au pauvre petit cœur des fillettes attendries. Cet éternel inspirateur de toutes les romances langoureuses, qui ouvre un idéal bleuté au pauvre petit cœur des fillettes attendries. Ne faisons pas de bruit. Nous pourrons descendre dans le bois et nous asseoir près de lui. Courbez-vous. Voilà mon cabinet particulier. Le rossignol s'adonnait toujours à son chant. Il lançait des trilles, il semblait se perdre à travers le silence de feu qui s'apesantissait sur la campagne. Elle écoutait l'oiseau, perdu dans une extase. Elle avait des désirs infinis de bonheur, des tendresses brusques et qui la traversaient, des révélations de poésie surhumaine. Est-elle un amollissement des nerfs et du cœur qu'elle pleurait sans savoir pourquoi? Ne bougez pas, vous feriez s'envoler l'oiseau. Brusquement, il la baisa sur les lèvres. Elle eut une révolte furieuse, et pour l'éviter, elle se rejeta sur le dos. Mais il s'abattit sur elle, la couvrant de tout son corps. Il poursuivit longtemps cette bouche qui fuyait la... Il poursuivit longtemps cette bouche qui la fuyait, puis, la rejoignant, il y attacha la sienne. Alors, affolée d'un désir formidable, elle lui rendit son baiser en l'étreignant sur sa poitrine. Une ivresse indomptable envahit le petit gosier de l'oiseau, et sa voix, comme un incendie qui s'allume, ou une passion qui se déclare, accompagnait sous l'arbre
un crépitement de baisers, un crépitement. Soudain, il partit d'une course éperdue. Il avait des pamoisons prolongées sur un trait de grands spores mélodieux, avec déjà hissements, des frémissements, des saccades, pareil à un chant d'amour furieux, suivi par des cris de triomphe. Mais il se tut, écoutant sous lui un gémissement tellement profond qu'on aurait pu le prendre pour un adieu, un sanglot. Ils s'apercevaient de leur solitude et du silence. Ils semblaient devenus des ennemis irréconciliables, comme si un dégoût se fût élevé entre leurs corps.
si j'avais eu des aventures ou des succès. Non, rien. Je n'ai jamais rien fait que me lever le matin et me coucher le soir. La nonchalance a toujours été mon vice. Il est si difficile à certaines natures de se parler et de se vivre. Je n'ai jamais été aimé. Pourtant, j'ai aimé. Secrètement, Mademoiselle Cendre. Ah, si je l'avais connue jeune fille, elle était jolie autrefois. Je me souviens. Les petites intonations, les petits sourires qui signifiaient tant de pensées secrètes.